Bonjour à toutes et à tous. Bonjour également à celles et ceux qui vont nous suivre derrière leur écran, puisque la conférence est filmée. Donc je vous demanderai de faire attention à ne pas passer devant les caméras, ou en tout cas de ne pas rester devant la caméra. Voilà, ça c'était ma mission accomplie. Donc je m'appelle Héloïse Lédier et j'ai le plaisir d'animer cette conférence organisée par Panattoni et intitulée « Y a-t-il encore de la place pour la logistique en France ?» Parce que si la logistique a redoré son blason ces dernières années auprès du grand public et des investisseurs également, sa problématique essentielle demeure, où s'installer. Le foncier est rare, de plus en plus rare, et ça ne va pas s'arranger avec la loi climat et résilience. L'image souvent négative de cette activité auprès des riverains. L'arbitrage aussi que les communes doivent faire. Parfois, elles vont privilégier plutôt le logement plutôt que l'entrepôt. Donc bref, un ensemble de freins et de contextes qui peut être difficile. Alors, ce n'était pas un long fleuve tranquille avant, mais je n'ai pas l'impression que ça s'arrange. Néanmoins, des solutions existent et il y a des projets qui voient le jour quand même, et on va en parler aujourd'hui, sans pour autant cacher les obstacles qu'il a fallu surmonter. Donc, avec nous, Salvi Calz, directeur général de Panattoni France, Geoffroy Cailloux, sous-directeur des services marchands à la Direction générale des entreprises au ministère de l'économie et des finances. J'ai dit tous les mots qu'il fallait. Ouais. Franck Gourdy, vice-président du Pays de Meaux et délégué au développement économique et à l'attractivité du territoire. Voilà. Patrice Hasbrook, maire d'Allonnes, de la commune de l'agglomération de Beauvais. Voilà. Et Philippe Pichery, président du conseil départemental de l'Aube. Bonjour, messieurs. On va planter le débat. On va commencer par Salvi. Quels sont les freins, les difficultés en fait, que doit affronter l'immobilier logistique ? Alors, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on est dans un contexte qui est assez unique, puisqu'on est sur un secteur qui est à la fois, finalement, qu'une part assez limitée du secteur de la construction. C'est moins d'1% des surfaces bâties, c'est moins d'1% de l'artificialisation des sols en France. Et quand on écoute encore récemment des émissions à la télévision ou qu'on lit les titres dans la presse, on a l'impression qu'il y a des entrepôts, des projets d'entrepôts partout en France et qu'il y a des levées de boucliers dans toutes les régions. Donc voilà, on est dans un moment où on a à la fois des besoins très importants qui ont été révélés par la crise du Covid, par aussi les pénuries qu'on a connues et qu'on connaît actuellement sur les difficultés d'approvisionnement et l'explosion des prix. Et face à ça, on a un secteur qui essaie de se réorganiser pour répondre à ces défis. Et cette réorganisation, elle passe très souvent par un déplacement, un déménagement, la construction d'un nouveau bâtiment. On a aussi des enjeux environnementaux forts. Et pour améliorer l'équation énergétique et environnementale de nos bâtiments, on a souvent besoin de les construire ou de les reconstruire, ce qui nécessite souvent un déménagement. Donc on est d'un côté, on a besoin de se déployer, et de l'autre côté, beaucoup de contraintes qui nous sont opposées. Geoffroy Cailloux, peut-être donner une vision... Merci. On prononce le mot contraint, donc vous me passez la parole. C'est ça. Très bien. Bah oui, pardon. Je me le prendrai pas mal. Non, mais merci pour l'invitation. Et je pense que le sujet, effectivement, est très bien posé. Si j'étais un étudiant en Cagne, ce que j'ai jamais été, je dirais qu'il y a trois niveaux un peu pour le lire. Il y a bien sûr celui de la place, concrètement les mètres carrés. Et Salvi a rappelé un chiffre très important, qui est celui de la part de la logistique dans les flux annuels d'artificialisation en France, moins de 1%, qu'il est bon de marteler. Il y a la question aussi, bien sûr, des documents d'urbanisme, du travail des collectivités. Est-ce qu'il y a de la place dans les PLU? Est-ce qu'il y a de la place dans les SCOT? Est-ce qu'il y a de la place dans les SRADET? Voilà. Tous ces beaux acronymes que l'on connaît bien. Et puis, en fait, est-ce qu'il y a encore de la place, je dirais, dans les cœurs et dans les esprits pour la logistique en France? C'est peut-être ce niveau le plus subtil.
sur lequel j'aimerais donner 2-3 propos introductifs pour rappeler d'abord que si le sujet n'est pas nouveau en France, d'un point de vue des politiques publiques, je pense qu'il a été pendant longtemps tenu pour acquis. C'est-à-dire qu'on s'est dit, la France, une rente de situation géographique extraordinaire au cœur de l'Europe, etc. Et on voit que tout ça est de plus en plus battu en brèche par les faits. Il y a des moyens de nous contourner. Il y a des grands ports qui ont beaucoup de succès, qui ne sont pas en France, mais qui sont juste à côté. Il y a des voisins qui ont vraiment pris les devants sur les sujets logistiques bien avant nous. Donc là-dessus, encore une fois, c'était dans la continuité d'autres actions, mais fin 2019, le gouvernement a voulu vraiment porter sur les fonds baptismaux une stratégie logistique qui était un peu innovante, qui, du côté des privés, a tenté notamment de les fédérer un peu sous l'ombrelle de l'association France Logistique, qui est présidée par Anne-Marie Idrac, dont fait partie l'Afilogue, qui est un acteur clé, bien sûr, pour le débat qui nous intéresse aujourd'hui, et dont Salvi est un des membres les plus actifs. Et donc, ça, c'était la première étape. Et ensuite, sans entrer dans trop de détails, au cours des 3 années écoulées, on a essayé, encore une fois, avec les partenaires privés, de donner chair un petit peu à cette démarche qui consiste d'un côté à dire oui, l'espace va se raréfier, et oui, les exigences environnementales qui pèsent sur les entrepôts vont s'intensifier. On va vouloir des entrepôts verts où on infiltre l'eau de pluie, etc. D'un autre côté, nous, État, on a évidemment un rôle à jouer pour faciliter l'implantation à ces conditions, sur des sites bien choisis et pour des types d'entrepôts bien choisis. Et donc c'est ça qu'on essaie de mener avec nos partenaires. On reviendra sûrement sur le sujet de la charte immobilier logistique qui avait été signée l'été dernier et sa mise en œuvre actuelle. Oui, parce qu'on va effectivement aborder les exemples qui permettent d'aller, de monter ces projets. Alors, une des solutions pour allier l'acceptation par les riverains et le foncier rare, c'est la friche industrielle. C'est un peu l'exemple qui vient naturellement en tête. Donc j'aimerais bien qu'on donne un exemple, voilà, de projet de réhabilitation de friche industrielle, mais aussi d'évoquer les difficultés et ce qu'il a fallu mettre en place pour que le projet naisse. Tout à fait. Patrice. Oui, merci. En fait, moi je suis maire d'une petite commune, la commune d'Allonne, qui se trouve au sud de Beauvais. On a une limite administrative de 6 km. Et en fait, on a une zone commerciale et d'activité commune. Cela dit, nous avions, avant que tout ça se fasse, puisque ça s'est surtout développé à partir des années 2000, après l'arrivée de l'autoroute A16, il y a une sortie sud, sortie 14 qui se trouve sur Allonne, et une sortie 16 qui se trouve, 15 qui se trouve au nord. Et de chaque côté, il y a des entrepôts logistiques qui s'installent. Nous avons une particularité, c'est qu'en 1973, donc bientôt 50 ans, il y a un entrepôt logistique qui s'est mis à installer sur la commune de la société Bendix. Bendix avait un site industriel dans Beauvais et faisait des plaquettes de frein et du liquide de frein. Ils ont donc développé un centre logistique sur la commune d'Allonne, avec à peu près 20 000 m², c'est ça, de couvert, avec un bâtiment qui était très innovant à l'époque, puisqu'il faisait 22 mètres de haut, et c'était un centre totalement automatisé. En 2016, l'activité a été arrêtée pour cause d'amiante. Donc, je crois qu'il y a toujours un procès d'ailleurs. Et depuis 2016, le propriétaire, qui s'appelait Saxid, une filiale de Fédéral Mogul, dépensait en gros 300 000 € par an pour la maintenance, la surveillance du site et le foncier. Donc c'était une situation qui ne pouvait pas durer très longtemps. Néanmoins, dès 2016-2017, il y a eu un acquéreur potentiel, mais lui, en fait, n'avait pas du tout de projet logistique en tête. Il avait un projet de développer des locaux, des bureaux, en fait, alors, petite nuance supplémentaire, c'est que ce site, en fait, il n'y a pas d'une quinzaine d'hectares, 12 hectares à peu près. Il y en avait un tiers qui était conservé en zone naturelle, était exploité par un agriculteur. Les 2 autres tiers sur lesquels il y avait effectivement ces 20 000 m² couverts, qui étaient en zone U. L'autre était en zone N. Ça a son importance. Et donc, ce preneur potentiel, lui, ce qui l'intéressait, c'était de transformer cette zone N en zone AU, donc A urbanisée, de façon à pouvoir faire ses bureaux.
Donc il faisait il créait de la valeur sur cette situation, mais il était dans la capacité en fait technique de maîtriser la démolition et la dépollution qui restait à faire sur le site. C'est ce qu'il a découvert en fait en cours de projet. Tout à fait. Ouais. Et bon, je le connais bien. Et il m'a dit bon, j'abandonne parce que ça me coûte trop cher. J'ai pas la logistique pour faire. J'ai pas la la compétence en technicité. interne. Ouais. Et faut mieux pas y toucher. Voilà. Bon. Moi, je suis élu depuis peu de temps. Bon, j'étais réélu en fait. Donc passons sur l'histoire. Mais c'est une petite incidence dans la mesure où en fait j'ai eu la connaissance du projet de Panattoni par l'agglomération du Beauvaisis. Et je dois dire que j'étais content, très content d'avoir effectivement quelqu'un qui était en capacité de prendre cette friche industrielle sur laquelle il y avait de la pollution et sur laquelle il y avait des bâtiments à démonter. Puisque sinon, à 300 000 € par an, ça ne pouvait pas durer très longtemps. Je pense qu'on risquait de se retrouver avec une friche industrielle, une vraie, là, en zone de non-droit. Et donc, j'ai accueilli le projet avec joie, d'une certaine manière, avec satisfaction. Mais après, quand j'ai vu la densification en fait, qui se mettait sur le site, on passait de 20 000 mètres à peu près, à près de 45 000 mètres carrés. C'est-à-dire qu'en fait, toute la zone était occupée. Alors pourquoi, si c'était vraiment perdu dans les champs, ça n'avait pas tellement de difficultés, sauf que c'est à proximité de construction. Il y a une ligne de chemin de fer qui sépare en fait la zone et les premières habitations. Et donc là, les premières inquiétudes qui arrivent, bien évidemment. Donc, on a eu quelques discussions, on a échangé, et en fait, moi je leur ai dit, écoutez, pas de problème, mais il ne faut pas que ça se voie, et il ne faut pas qu'on entende de bruit. Donc on a travaillé communément là-dessus, on a échangé pas mal. J'ai apprécié l'accueil en fait qui a été fait à mes demandes. On a encore une petite chose à terminer qui se termine pour pouvoir laisser de la place pour faire une piste cyclable. Et donc en fait on est vraiment, je pense, dans une relation de gagnant-gagnant. Mais en fait nous sommes tous dans cette salle des administrés. Et lorsqu'on a eu la consultation du public faite par la préfète de l'Oise, et qui vous demande en fait votre avis sur la construction d'un entrepôt de produits inflammables de 44 660 mètres carrés, pour être précis, je ne sais pas quel serait votre avis. Bon, je ne vais pas faire un sondage, mais je pense qu'il n'y aurait pas beaucoup de gens qui seraient pour. Et là, c'était une des premières difficultés, parce qu'en fait, effectivement, on a entendu parler de Céveso, Lubrizol, AZF, et il faut savoir qu'en fait, sur ce genre de consultation, on tourne autour d'1 kilomètre autour du site. Donc il y avait 3 communes qui étaient concernées. Et assez bizarrement, ce ne sont pas les habitants de la commune qui étaient les plus inquiets, les plus remontés, parce qu'en fait, bon, on avait déjà eu quelques échanges, et ils se rendaient compte aussi qu'un site qui se construit en 2022-2023 n'a pas les mêmes contraintes administratives qu'un site qui s'est construit en 1973. Mais néanmoins, ça a été assez chaud d'une certaine manière, puisque les gens ne comprenaient pas. Donc il a fallu... Et du coup, quel a été le moyen, vos leviers d'action en fait, pour éviter ce blocage finalement et ce rejet du projet, alors que bon, il y avait cette zone qui en fait, c'est d'essayer de communiquer au mieux et de façon la plus honnête possible. Nous avions déjà eu des échanges entre Panattoni, ADM et nous, avec aussi l'aglo et avec les élus, en fait, pour bien comprendre le projet, bien savoir en fait ce qui allait se faire. Et en fait, après la période de consultation, on a refait la même chose avec les gens qui avaient déposé des questions, mais constructives en fait, dans la consultation, parce que bon, les personnes qui disaient j'en veux pas parce que j'en veux pas, ça n'avait pas tellement d'intérêt de les réunir. Et on a en fait passé 3h30 à peu près, en échange avec toutes les personnes qui avaient des raisons justifiées de s'inquiéter par rapport aux informations qu'ils avaient. Et donc je pense que tout le monde est parti satisfait, rassuré en fait de ce qui pouvait se faire. Et nous avions, nous aussi, au niveau du conseil municipal, délibéré, en fait, si nous étions... Enfin, c'était un rôle simplement consultatif, mais normalement, il fallait délibérer.
Et l'opposition, au départ, disait non. Et en fait, tout le monde a voté oui, en mettant même quelques précisions, et ça va intéresser les participants, en indiquant aussi qu'il pouvait y avoir des risques. Alors des risques étaient au niveau du futur utilisateur concernant les nuisances sonores et lumineuses. Oui, parce que petite précision, la construction se fait en blanc hein, sur le site. Oui, effectivement. Donc aujourd'hui, on a lancé la construction, mais on n'a pas d'utilisateur identifié. Donc il y avait aussi un élément, voilà, peut-être un petit peu fantasmatique quelque part sur ce qui allait se passer à l'intérieur. On ne pouvait pas donner de certitude très précise quant à la façon dont ça allait être exploité. Oui. Et ensuite, une deuxième chose, c'est ce qui a été évoqué déjà, en fait, c'est un peu la crainte de la logistique, avec la circulation des poids lourds, les problèmes d'embouteillage, d'accidents, etc. Et donc, on a noté aussi dans l'arrêté, effectivement, cette éventualité, et surtout d'interpeller les autorités compétentes, puisque nous avons une nationale, nous avons une départementale, nous avons des voies de l'agglomération, pour effectivement les avertir de risques potentiels. On ne les connaît pas encore aujourd'hui, mais en fait de pouvoir les mettre aussi devant la responsabilité de chacun au cas où il y ait un besoin d'intervenir. Et ça, c'est important parce que c'est ce qui a permis en fait de faire l'adhésion de l'ensemble du conseil municipal et d'avoir un vote à l'unanimité. C'est en fait d'être le plus transparent possible et d'être le plus constructif possible. Parce que de toute façon, si on est dans le négatif, on n'arrivera jamais à rien. Donc ça, c'est pour votre partie, effectivement, l'échange, la transparence, la communication. Par rapport à Panattoni, est-ce qu'il y a des garanties qui sont données aux administrés ? Il y a peut-être les labels qui peuvent... rassurer. Oui, c'est effectivement une question qu'on a eue. On a eu une personne qui nous a posé une question de manière assez directe et qui nous a dit moi, j'ai travaillé pour une société américaine, vous êtes une société d'origine américaine et tous ces beaux engagements que vous prenez, vous ne les respecterez jamais parce que les Américains ne font jamais ça. Que j'ai été un petit peu interloqué par la question. Et ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'aussi notre secteur a évolué. C'est-à-dire que les engagements qu'on prend, on les prend vis-à-vis de l'État, on les prend vis-à-vis de l'ensemble des parties prenantes. Et aujourd'hui, l'écosystème de production de l'immobilier logistique, il cherche cette qualité. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour économiser sur toutes les lignes. Bien sûr, on doit faire des opérations qui sont rentables, mais on doit faire des opérations de qualité. Aujourd'hui, on ne peut plus financer des opérations qui n'ont pas les labels, mais qui, au-delà des labels, n'atteignent pas les objectifs qui sont derrière ces labels. Et donc, je pense que sur tous les points qui étaient ceux de l'intégration dans le paysage, le maintien des 5 hectares d'espace naturel et agricole sur le site, la production de photovoltaïque en toiture, tous ces engagements-là, c'est des engagements qui sont au cœur du projet et qu'on a réussi à améliorer avec Monsieur le maire, avec l'ensemble de son conseil municipal. Et in fine, quand on s'est présenté devant les administrés, finalement, les interrogations qui se faisaient jour dans la consultation et dans la réunion, on y avait répondu. On les avait anticipés. Il y a quelques points qui ont été soulevés, mais qui étaient finalement soit des points un petit peu de détail et qu'on va traiter, soit des points qui dépassaient la responsabilité du maître d'ouvrage. Et c'est là où il y a un vrai sujet, c'est-à-dire qu'on nous disait est-ce que vous allez interdire la circulation des poids lourds sur la route départementale Bon, voilà, moi je veux bien m'engager à faire la démarche pour demander, mais c'est pas moi qui vais aller planter les panneaux sans interdit ou mettre des portiques, etc. On nous reprochait aussi des aménagements sur d'autres parcelles qui occasionnaient des ruissellements sur les terrains. Sur des parcelles en amont, on ne peut rien faire et on n'est pas là pour créer une espèce de grande retenue d'eau pour l'ensemble du secteur. Donc il y a souvent une coordination qui est faite et quand on crée un projet à un instant donné, qu'il y a une consultation du public, on voit émerger un peu toutes les interrogations, parfois les craintes, parfois aussi peut-être les fantasmes de la population autour. Et donc l'idée, c'est quand même d'essayer d'y répondre de la manière la plus transparente possible. Mais c'est quand même assez exigeant et ça nécessite de bien anticiper. Ça fait aussi partie des engagements qu'on a pris vis-à-vis de l'ensemble de nos parties prenantes. Alors là, on parle de la réhabilitation d'une friche industrielle. Donc quelque part, il pouvait y avoir une attente. Mais il y a d'autres solutions. Donc on va pouvoir en parler. Alors peut-être commencer avec vous, Philippe Pichery, sur un projet. Alors, bon, en plus, il y a une histoire d'oiseaux. Donc voilà.
Voilà. Donc je veux bien que vous nous expliquiez un petit peu le projet et puis ce qu'il a fallu affronter également. Bien, bien volontiers. Juste un petit commentaire par rapport à la thématique de notre rencontre. Y a-t-il encore de la place pour la logistique en France ? Bien sûr, et je dirais même c'est indispensable. La période que l'on connaît, les conflits internationaux nous ont rappelé avec une certaine dureté qu'il y a des activités stratégiques que l'on doit maîtriser sur le territoire national. Les conflits majeurs demain seront d'abord économiques. Et on ne peut pas imaginer que l'on soit prisonnier d'une dépendance par rapport à différents approvisionnements de puissances étrangères. Enfin, en ce qui me concerne, je suis totalement convaincu que c'est un devoir collectif de trouver des solutions par rapport à cette question. Alors, un petit éclairage par rapport à l'expérience que l'on a dans l'Aube. On a d'abord une situation géographique intéressante. L'agglomération troyenne est au croisement de deux autoroutes importantes, l'autoroute A5 qui vient de l'Europe et qui va ou du sud de la France et qui va sur Paris, l'autoroute A26 qui monte vers le nord, vers Reims, Lille, l'Angleterre. Et dans ce territoire, il y avait aussi un embranchement, une ligne fer. Donc toutes les conditions étaient réunies pour faire de la logistique. Par rapport à ce qui a été dit, moi je dirais deux choses. Pour réussir un tel projet, il y a deux clés majeures. Anticiper et communiquer. Anticiper, le projet Aubois, c'est un parc logistique de 250 hectares à la jonction de ces deux autoroutes. L'idée du projet a germé au département au début des années 90. Qu'est-ce qui a été fait à ce moment-là ? La première chose qui a été faite, ça a été de constituer des réserves foncières agricoles pour pouvoir faire des échanges le moment venu pour réaliser l'opération. Ensuite, donc, plusieurs années après, il a été procédé à ces échanges et le parc logistique de l'Aube a pu se réaliser sans aucune expropriation, uniquement avec des échanges, avec une déclaration d'utilité publique pour que fiscalement, par rapport aux plus-values, les vendeurs bénéficient du régime auquel ils avaient droit. Mais surtout, il a été conçu parce qu'un parc logistique, comme il faut de la surface, c'est forcément dans un endroit où il y a peu de population. Donc il n'y a pas beaucoup de capacité fiscale. C'est pour ça que c'est le département qui a porté cette opération. Et donc il a fallu tout anticiper en matière de modification des documents d'urbanisme, de fouilles archéologiques. Donc il y a eu plusieurs années qui ont été utilisés pour rendre faisable l'opération. Parce que je crois qu'en ce domaine, comme dans tout domaine économique, la grande caractéristique, c'est que le chef d'entreprise qui vient vous voir, il veut commencer demain matin. Et donc, si vous n'avez pas anticipé, si vous lui dites votre projet est super, mais vous commencerez à construire dans 4 ans ou dans 5 ans, il passe son chemin. Donc, si on veut être prêt, il faut anticiper, il faut communiquer. Et donc, l'expérience auboise, alors le point très important aussi, c'est que le choix qu'on avait fait de site, qui était à proximité de la sortie d'autoroute, qui est à la jonction de ces deux autoroutes, on a créé une voie qui va depuis l'échangeur autoroutier jusque dans le parc logistique. C'est-à-dire que toutes les circulations transitent sur une voie dédiée, elles ne traversent aucun espace urbanisé. On n'a jamais eu localement aucune contestation par rapport à l'opération. On aurait pu en avoir des agriculteurs, mais comme on a réglé et qu'on a fait des échanges où ils n'ont pas été perdants, ça s'est très bien passé. Et puis tous les habitants, finalement, étaient peu impactés. Donc pour résumer, tout allait bien. Ça avait été anticipé, oui, communiqué, les fouilles faites, réalisées, les permis, voilà, oui, tout était bien. Un premier entrepôt s'installe, c'est ça, il y a une dizaine d'années. Oui. Alors, on a eu 3 phases dans le développement. Je crois aussi dans ces projets-là, dans une
dans un département de taille modeste comme l'Aube, il faut être patient aussi. Et quand on pense qu'on a vu juste, il faut tenir la position. Il ne faut surtout pas changer de cap, sauf si on s'aperçoit qu'on s'est trompé. Il y a eu une première phase, un premier entrepôt, puis il y a eu une traversée après difficile, et, des colibets, le parc logistique, c'est un parc à lapins, voilà, mais on a gardé le cap. On a eu une deuxième période très intéressante, parce que vous savez, dans l'Aube, on a une histoire textile avec des grandes marques, Lacoste, Petit Bateau, Le Coq Sportif, et donc il y a eu ça a boosté le parc quand ces 3 grandes enseignes internationales ont décidé de faire leur base logistique européenne sur le parc logistique. Ouais. Et bien sûr, ils l'ont fait parce qu'il était là et qu'il existait. Et donc, ça a donné alors une dynamique importante. Et c'est très important pour nous parce que ça conforte aussi leur implantation de production sur notre territoire. Et on vit aujourd'hui une 3e phase, et dans l'aventure avec notamment Panattoni, c'est qu'on bénéficie de ce contexte national et de cette interrogation. Et donc, en étant à la limite de l'Île-de-France, avec un cadre de vie assez agréable, des conditions effectivement qui permettent rapidement de concrétiser un dossier, on a une offre qui est, je pense, tout à fait attractive. Donc, on pourrait se dire, ça va se faire vite, oui. Tout va bien. Sauf mais où est la difficulté? Voilà. Il y a de la place. Alors, la difficulté majeure que l'on a rencontré, parce qu'on avait bien anticipé, on savait que c'était ce qu'il fallait faire, c'est que comme le temps a passé, les études environnementales ont passé aussi. Et la nature, est tant mieux, la nature a repris ses droits. Et que quand on a voulu accueillir de nouvelles activités, on nous a dit qu'il faut faire de nouvelles études. 4 saisons, donc il faut à nouveau regarder. Et ces études, elles ont montré qu'il y avait des espèces protégées qui avaient trouvé refuge sur le site, et notamment dans une plateforme qui avait été aménagée. Alors, vous connaissez tous, bien sûr, ce petit oiseau qu'on appelle le gravelot. Comme son nom l'indique, c'est un petit oiseau qui niche au sol, dans la grave, et qui est une espèce magnifique. Et donc, on a eu à gérer le transfert de ce petit gravelot, la gestion de mesures compensatoires. Petit gravelot qui n'existait bien sûr pas quand les terrains étaient en herbage, et par contre, qui était venu entre-temps. Donc c'est aussi un enseignement qu'on a eu et sur lequel on est vigilant actuellement, c'est qu'avec le temps qui passe, parce que ce sont des fois des opérations qui prennent du temps, il faut être très vigilant sur effectivement les évolutions naturelles du site et puis anticiper pour conserver sa vocation. Parce que là, ce gravelot a décalé un petit peu l'ouverture du projet. Il a décalé d'une année. D'une année. Oui, parce qu'il a d'abord fallu faire une étude environnementale complémentaire, et au vu des résultats de l'étude, il a fallu mettre en œuvre des mesures compensatoires qui ont consisté à recréer à proximité, alors sur un espace qui avait été gardé parce qu'on ne densifie pas au maximum, on a recréé un morceau de plateforme en grave, et ce charmant oiseau est venu se réinstaller là, et donc on a pu agir là où il était auparavant. Franck Gourdi, une autre histoire. Alors, il n'y a pas d'oiseau dans votre histoire, mais c'est intéressant aussi puisque ça fait partie des projets qui peuvent naître malgré le manque de place. Donc voilà, comment ça s'est passé sur le territoire de Meaux? Alors Meaux, effectivement, on a considéré depuis le début sur ce projet, c'est l'aménagement d'une zone qui fait au total 80 hectares, qu'on voulait garder la main sur ce qui allait s'y passer. Et du coup, on a fait le choix d'être aménageur. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de sollicitations de gens dont c'est le métier. Mais du coup, on voit bien que parfois, on nous présente des dossiers et ce n'est pas forcément des dossiers que nous, on aurait choisis. Donc, la première chose, c'est que sur ces 80 hectares, on a décidé de faire de la mixité, c'est-à-dire de dédier un îlot qui fait 18 hectares à la logistique, projet sur lequel Panattoni travaille avec nous aujourd'hui, j'y reviendrai après. Et le reste, en gardant la main, c'est effectivement plus long.
Mais j'ai un maire et président, Jean-François Copé, qui le dit lui-même, il est maire de carrière et il pense que c'est sur le temps long qu'on fait bien les choses. Donc on a pris le parti de dire, eh ben, ok, on porte, nous, l'achat du foncier, on porte les aménagements, mais du coup, on va choisir des projets à forte valeur ajoutée et des projets de qualité. Et aujourd'hui, effectivement, avec Panattoni, on travaille sur un projet à Blanc. C'est une extension d'une zone qui faisait déjà 32 000 mètres carrés de bâtiments. Et il y a de la place. Ils font une extension de 38 000 mètres carrés à Blanc, comme il le disait tout à l'heure. Et du coup, mon job à moi, alors je suis d'abord chef d'entreprise, c'est-à-dire que moi je suis aussi dans l'immédiateté, la réactivité, et quand je mets ma casquette d'élu, je travaille plus sur les mêmes temps en fait. Et il y a un autre de nos partenaires qui est là, qui construit des bâtiments aussi pour nous sur cette zone. Il pourrait témoigner à quel point je peux être pénible. C'est-à-dire qu'on a un niveau d'exigence et on passe plus de temps à dire non qu'à dire oui en réalité. C'est-à-dire qu'on nous présente des projets, ça coche toutes les cases, mais des fois, on voudrait voir des choses un peu mieux, avec un peu plus de création d'emplois, etc. Et quand je parlais du temps long, nous, élus, on a d'un côté des gens qui viennent nous voir avec des projets, et de l'autre côté, on a des administrés qui votent pour nous. Mon maire, Jean-François Copé, mon président, fait pas de secret. En 2026, il se représente, on sera là et il faut qu'on soit élu. Donc les projets doivent être de qualité, sinon la sanction, elle tombe et c'est normal. Donc du coup, c'est là où nous, on est exigeants et où les premières rencontres avec Panattoni, ça s'est tout de suite bien passé. C'est pour ça que je suis là, sinon je ne serais pas venu. Ils ont accepté cette idée de travailler en toute transparence avec nous, au fur et à mesure qu'ils ont des prospects, de nous les présenter, de dire voilà, aujourd'hui on a ça, on a ça, on a ça, et de travailler ensemble pour essayer de croiser les indicateurs qui vont être le nombre d'emplois créés au regard du nombre de mètres carrés consommés, du nombre de camions qu'il y aura par jour, etc. Parce que nous, derrière, élus, on a des commissions économiques au sein de l'agglo, avec tous les élus, etc. Et moi, à chaque fois que je présente un projet, je m'en prends plein la tronche, quoi. Dès que je dis le mot logistique, c'est un gros mot, c'est encore des camions. Bon, voilà. Sauf que c'est ce que je leur dis. Si vous considérez que c'est mal, c'est juste un mal nécessaire. C'est ce qu'on s'est dit là. Vous ne voudriez pas faire 50 ou 30 km pour aller acheter vos articles, vos vêtements, votre alimentation, etc. Donc tout le monde veut tout au pied de chez lui, mais personne ne veut le circuit logistique qui va permettre l'acheminement de tous ces... le fameux syndrome NIMBY, en fait. Voilà. Never in my backyard. Et du coup, pour le nucléaire. On est effectivement face à des administrés. Et le choix qu'on a fait de prendre le temps pour l'aménagement de cette zone, de refuser certains projets, de limiter effectivement la logistique sur une partie de l'agglo, fait que vis-à-vis de nos administrés, ça passe. On a aujourd'hui une extension, alors les gens voient bien, c'est tout de suite beaucoup d'engins de terrassement, mais quand on communique et qu'on dit ouais, ok, d'accord, là c'est de la logistique, mais à côté c'est de l'industrie, à côté c'est de la PME, à côté c'est ci, à côté c'est ça, à côté c'est du commerce, ça passe. Voilà. Nous, c'est le choix qu'on a fait et on travaille également aussi sur tous les aspects vertueux des bâtiments logistiques avec une désimperméabilisation maximale des sols, des bâtiments mieux isolés, des panneaux solaires, etc. Voilà. Tout ça, ce sont des arguments qui nous aident auprès de nos administrés à faire accepter et qui font en sorte qu'il y a toujours de la place pour la logistique en France aujourd'hui. Je m'adresse à tous les 5. Si on devait résumer rapidement, quelles sont les grandes conditions à réunir pour que l'activité logistique trouve de la place, soit acceptée par les riverains, respecte l'environnement tous les ans. Il faudrait peut-être revoir les... Alors, Salvi, peut-être, oui. Voilà. Je pense que les thèmes ont été abordés, c'est-à-dire que on a de l'anticipation, c'est-à-dire que quand on met les gens devant le fait accompli, généralement, ils ne sont pas contents. Et le français est quand même assez vindicatif quand on essaie de le brusquer. Réfractaire, le Gaulois est réfractaire, effectivement. Le deuxième aspect, c'est aussi d'avoir une stratégie qui est claire et qui cherche à
qui n'est pas hors sol. C'est-à-dire qu'on a eu différents exemples, mais à Allonne, on avait une situation qui devait bouger. C'était devenu un problème pour tout le monde, je pense, et on est venu avec une solution. Sur le Pays de Meaux, il y avait une volonté d'avoir quelque chose d'assez diversifié. Il n'y a pas que de la logistique, mais il y a aussi de la logistique. Donc voilà, il y a du commerce, il y a un grand centre commercial, il y a des bâtiments de taille différentes. Et tout ça, quelque part, crée un écosystème local avec aussi des cycles économiques qui sont peut-être différents, des entreprises de grande ou de petite taille. Et sur le département de l'Aube, il y a eu une volonté très claire d'avoir une stratégie à long terme sur une stratégie logistique, mais qui vient à la fois peut-être répondre à des besoins locaux. On a vu que les grandes entreprises, les fleurons locaux se sont vraiment implantés et investis sur le terrain. Et puis la volonté aussi d'élargir, de donner une dimension différente, mais vraiment dans une stratégie à 10, 20, 30 ans. Et donc on est vraiment sur une logique de territoire. On n'a pas varié en cours de route. Geoffroy Cailloux, peut-être. Pardon, je vous ai coupé. Non, j'allais réagir à votre invitation. Moi, je disais tout à l'heure, il faut anticiper, il faut communiquer. Je pense que dans ce type de projet, où je pourrais résumer en un seul terme, il faut le piloter et il ne faut pas subir. Voilà, et donc le piloter, c'est effectivement c'est anticiper, c'est communiquer, c'est expliquer. Et si nos concitoyens sont à même de comprendre l'importance de cette filière et la complémentarité qu'elle a avec toute la vie locale, et si on leur explique et qu'on met en œuvre les solutions par rapport aux questions qui se posent, si on met en œuvre les solutions adaptées, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Et Patrice Hasbrook, quand on a préparé cette table ronde, vous parliez également de la qualité intrinsèque du projet. C'est-à-dire qu'outre la communication, il faut que le projet en lui-même soit de bonne qualité pour pouvoir communiquer dessus. Oui, tout à fait. En fait, il y a deux choses. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Lors de la délibération du conseil municipal, tout le monde était d'accord en fait sur effectivement la qualité du projet. Par rapport à ce qui nous avait été présenté. Ça peut aider. Ouais. Ça peut aider, bien évidemment. Et puis, surtout, c'est un peu le rôle de l'État aussi, de mettre un certain nombre de prérequis, en fait, avant d'accepter ce genre d'installation. Et ce qui est beaucoup plus restrictif que ça l'était il y a 50 ans. Même maintenant, on tient compte des oiseaux, alors qu'auparavant, on n'en tenait pas compte. Ce n'est pas forcément un mal non plus, d'ailleurs. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, effectivement, c'est ce qu'on a dit en introduction sur l'aspect de la logistique, comme après, un petit peu aussi comme le nucléaire il y a 50 ans. Et maintenant, quand on veut démanteler une centrale nucléaire, tout le monde pleure parce qu'il veut la garder. Donc il y a aussi, parce que c'est un usage, c'est un intérêt, donc la logistique a aussi un intérêt. Et c'est vrai que la difficulté, c'est que tous, en tant qu'administrés où nous sommes, nous n'avons pas envie de voir notre cadre de vie en fait détérioré. Là, je pense qu'à l'arrivée, le cadre ne sera pas détérioré, il sera certainement même amélioré avec l'environnement paysager qui sera mis en place. Par contre, effectivement, ce qui fait peur, c'est ce qui est induit derrière, c'est-à-dire la circulation, le bruit, ces choses-là. Et là, effectivement, il faut anticiper au niveau du territoire. Et c'est important d'être effectivement là, des représentants à différents niveaux en fait, des élus. C'est qu'effectivement, il faut que chacun prenne conscience, aussi bien le maire au niveau local ou au niveau après de l'agglo, au niveau du département, ça c'est important, que dès lors qu'il y a une activité humaine, il y a effectivement des nuisances potentielles et qu'il faut faire tout en sorte que toutes ces nuisances soient masquées, enfin n'apparaissent pas en fait. Donc c'est dimensionner suffisamment les voies de circulation, c'est travailler sur effectivement l'aménagement autour des sites pour qu'ils soient acceptables, acceptés, sur aussi la partie nature. Je dois ajouter aussi un petit point, c'est que nous, on a eu une particularité supplémentaire, c'est qu'en fait, nous avons des administrés qui ont subi des inondations en 2018. Et ça a été un petit peu répété il y a 2 ans. Donc l'inquiétude, c'était l'artificialisation, la superficie en fait, et la gestion des eaux pluviales et des eaux de ruissellement dont on a parlé. Et aussi de la qualité de l'eau, parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que dans certains endroits, la qualité de l'eau est tout de même fortement détériorée. Donc ça aussi, ça a été pris en charge.
Bon, je connais un petit peu ce milieu-là parce que j'ai fait un certain nombre de choses dans ma vie. Et en fait, effectivement, le BRIM et tous ces labels, en fait, même s'ils ne sont pas forcément parfaits, rien n'est parfait, mais en fait, garantissent tout de même d'une volonté de bien faire et garantissent aussi d'un bon résultat. Mais il faut effectivement aller au-delà de ces exigences pour effectivement anticiper aussi ce qui peut arriver, parce qu'on parlait de crues centenales, de pluies centenales, etc. Maintenant, on est au-delà de tout ça. On a tu as une situation climatique qui évolue fortement. On a des épisodes beaucoup plus violents et beaucoup plus courts, et il faut pouvoir en tenir compte. Et bon, ça a été pris en compte, et on essaie de mettre en plus des garde-fous supplémentaires de façon à ce qu'il n'y ait pas de catastrophe suite à l'installation de ce type d'entrepôt, mais qui pourrait être une installation de toute construction, en fait. C'est le problème. Donc en fait, il y a différents niveaux de responsabilité à prendre en compte. Ce n'est pas seulement l'acteur, ce n'est pas seulement la commune, c'est un ensemble. Et c'est pour ça que voilà, je m'en sers pour faire une transition vers Geoffroy Cailloux, pour avoir un petit peu quelles sont les conditions à retenir et comment faire pour que ça se passe mieux. Honnêtement, tout a été très bien dit. Je pense que le mot le plus puissant qui a été prononcé, c'est anticipation. Donc je ne vais pas le répéter, mais vraiment, c'est le concept clé parce qu'il emporte en fait un peu tous les autres. Dès qu'on se donne du temps et dès qu'on travaille sur le temps long, on arrive à faire converger et à aligner les différents intérêts. Et donc justement, il y a ensuite cette dimension de coordination, parce que vous y faisiez allusion, mais on voit bien que localement, il y a évidemment les collectivités locales, il y a le niveau du département, mais il y a les intercos, il y a la région, les communes elles-mêmes, et puis il y a les services aussi de l'État dans le département et dans la région, sous l'égide des préfets. Il faut quand même un alignement de planète assez fantastique pour que tout ça puisse bien se passer. Et donc, dans ce jeu-là, en dehors, encore une fois, des services du préfet, ce que peut apporter l'État, à mon sens, c'est surtout de la clarté, à la fois de la clarté sur le message et sur l'ambition, parce que parfois, certains nous disent, oui, mais l'État nous dit, il ne faut plus artificialiser. En revanche, l'État nous dit, il faut réindustrialiser. Et donc, il faut réindustrialiser. Pour réindustrialiser et relocaliser en France, il faut des circuits logistiques. Donc, en fait, que dit l'État ? Donc arriver à lever ces contradictions qui sont parfois accaparantes, puisque comme on le disait sur ce point précis, encore une fois, la logistique, c'est pas ça qui aujourd'hui artificialise massivement en France, premièrement. Et encore une fois, on peut être sélectif sur les surfaces, sélectif sur les projets, mais continuer à avoir de beaux projets logistiques. Et évidemment, pour tuer le suspense, la réponse à la question, c'est oui, de toute évidence. Il faut qu'il y ait cette place pour la logistique, sinon il n'y a pas de commerce, il n'y a pas d'industrie, il n'y a rien qui suit derrière. Donc clarté sur ce cap, on va dire, stratégique, et clarté aussi sur la réglementation, dont on sait qu'elle est toujours trop foisonnante pour les utilisateurs. Et donc la moindre des choses, encore une fois, qu'on puisse apporter, c'est quand des règles sont édictées au niveau arrêté, au niveau réglementaire, c'est que leur interprétation soit aisée pour les professionnels. Et donc ça aussi, c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup, et notamment avec Salvi, pour faire en sorte, par exemple, qu'une règle ne trouve pas deux applications différentes dans deux départements français, des applications parfois opposées. Là, les promoteurs, les acteurs n'y comprendront plus rien. Donc apporter cette clarté, parfois changer les règles, mais déjà que celles qui existent soient d'interprétation directe, on va dire, je pense que c'est la petite pierre que peut apporter l'État. Alors, avant de passer aux questions que le public aurait peut-être envie de poser, Franck Gourdi, vous avez peut-être un élément à apporter au-delà de ce projet sur le parc logistique, cette vision du territoire et de pouvoir coordonner. Vous avez peut-être un exemple à donner, si je me souviens bien. En fait, c'est plus faire part d'une frustration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, quand on parle de ZAN, je pense que voilà, ça parle à tout le monde. On a tous en tête les échéances, le calendrier, la réduction de consommation de terres agricoles, ce qui nous conduit effectivement à travailler sur nos friches. Ça, c'est du coup la conclusion qu'on doit tous en faire. Mais l'État ne me donne pas à moi les outils pour contraindre les propriétaires de friches à en faire quelque chose. Donc ça veut dire que je me retrouve face à une situation où je dois brandir le levier de l'impôt local en disant voilà,
on va mettre un impôt sur les friches. Alors, ce qu'on a déjà fait, nous, sur les locaux vacants en centre-ville, et on est en train de réfléchir à ça sur une extension sur les zones. Mais en territoire de Brie, nous, on a quelques propriétaires terriens qui sont à l'abri de l'argent. Donc, c'est-à-dire que je suis convaincu que même ce levier-là, ça ne les fera pas bouger. Et on a des générations comme ça de gens qui sont avec une façon de fonctionner très agricole dans leur tête. Hein. C'est leur terre et de leur vivant, ça ne se vendra jamais. Donc, il y a eu de l'activité, il n'y en a plus. On a des belles friches qui trônent au milieu de nos zones, mais je n'ai pas d'arsenal juridique pour contraindre ces gens-là à les vendre et à travailler dessus. Donc aujourd'hui, c'est effectivement un vrai problème que nous avons. Est-ce qu'il y a une réponse éventuelle ou s'il n'y en a pas, en tout cas, de savoir comment l'État, d'une manière générale, peut accompagner, aider dans la réalisation des projets logistiques? Geoffroy ? Sur ce point précis, je sais pas dans quelle mesure la déclaration d'utilité publique peut être une... Oui, voilà. Donc les outils, ils sont évidemment pas parfaits. Mais ce que l'État plus globalement peut faire sur ça, alors j'ai pas mentionné le levier financier. C'est vrai que sur les friches, il y a eu tout un travail. Alors c'était plutôt le ministère de la transition écologique, donc les collègues à qui je rends hommage, qui ont lancé et mis en œuvre ce fonds friche qui était doté de plusieurs centaines de millions d'euros quand même pour inciter, alors dans les cas où le levier financier peut aider, pour inciter les propriétaires à réhabiliter certains de ces terrains. Et puis je pense que c'est, encore une fois, être un petit peu dans une forme de maïeutique et aider ce dialogue. Alors, il y a des territoires où manifestement ça s'est fait de manière très spontanée, donc c'est formidable. Mais il y a beaucoup d'endroits en France où il y a des blocages à tous les niveaux parce que les intérêts ne sont pas alignés. Et donc aider à cette prise de conscience de la nécessité absolue d'avoir cette discussion sur la logistique et de faire en sorte qu'on lève les blocages de manière presque sur mesure. En fait, aucune situation n'est comparable à une autre. C'est ça, je pense, qu'on peut essayer de faire. Très bien. Du coup, je me tourne vers la salle. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. On va vous amener un micro. D'accord. Bonjour, je vous remercie pour la qualité des exemples qui ont été partagés. Pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur la nécessité d'anticiper et sur l'évolution réglementaire et notamment l'objectif de ZAN. Alors, vous êtes tous assez optimistes, mais c'est agréable à entendre. Mais si on prend la loi Climat de 21 avec l'objectif de ZAN, on parle même de renaturalisation. Sauf erreur de ma part, on a quand même un objectif réaliste ou pas de transposer les textes de la loi dans les SCOT en 2026 et dans les PLU en 2027. Donc tous les exemples que vous avez donnés, c'est des exemples qui sont en cours ou passés, enfin qui ont été instruits avant tous ces changements réglementaires. Demain, la mise à jour des SCOT et des PLU, mine de rien, vont quand même obliger à contraindre chacun à déterminer délimiter son territoire et les zones qui restent disponibles pour la logistique. Comme le principe, c'est quand même l'interdiction de l'artificialisation avec des dérogations qui restent quand même un peu à préciser parce qu'on attend des arrêtés. Alors moi, j'ai été beaucoup plus pessimiste que tout ce qu'on vient d'entendre aujourd'hui, mais au moins, il y aura forcément... Alors, j'entends aussi le côté un peu schizophrène entre les impératifs économiques et cet objectif de zéro artificialisation nette, mais en tout cas, il y aura probablement, ou je demande qu'à me tromper, mais il y aura probablement au moins minima une phase transitoire pendant laquelle les SCOT et les PLU, même si ce n'est pas 2026-2027, mais ça prend un peu plus de temps, il y aura forcément un moment où on ne pourra se rabattre que sur les friches, il n'y aura pas des friches pour tout le monde. Et le risque de ça, c'est j'entends que les élus vont dire ponctuellement on va essayer de déroger, etc. Mais c'est la porte ouverte à tout un tas de recours du voisinage. Et comme vous le disiez tout à l'heure, la logistique n'est pas forcément toujours très bienvenue, que ce soit pour les nuisances, que ce soit pour le côté finalement pas très productif d'emploi. Donc est-ce que c'est une vision très négative de dire que sur 26, 27 et quelques années suivantes, on va à minima entrer dans une phase de transition un peu compliquée où tout le monde va se battre pour trouver des friches industrielles qui ne seront pas forcément disponibles en volume. Et comme vous le disiez tout à l'heure, vous ne pouvez pas contraindre les acteurs privés à libérer des friches s'ils n'en ont ni l'envie ni le besoin. Donc pessimiste ou réaliste? Alors, on peut être un peu pessimiste, mais pas tant que ça.
Pourquoi ? Déjà, nous, en région Île-de-France, on a des obligations qui sont divisées par 2 pour tendre vers cet objectif. C'est-à-dire qu'on a été plus vertueux, si j'ai bien compris ce que nous a expliqué notre vice-président en charge du DRIF-E, là. Et du coup, on a effectivement toujours la possibilité, on est en train de travailler dessus en ce moment, d'avoir une consommation de terres agricoles, mais qui va être effectivement beaucoup plus contrainte. Ce qui veut dire qu'on va toujours continuer à pouvoir travailler sur des projets. Et c'est ce que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, charge à nous d'avoir des projets de qualité. À une époque où on ne regardait pas forcément. Donc d'une part, il y aura toujours ces projets qui vont voir le jour. Il va falloir qu'on fasse des arbitrages, effectivement, aujourd'hui, entre du logement, du développement économique, tout un tas de choses. Là, quand moi, on me dit qu'effectivement, un parc photovoltaïque au sol où on laisse de l'herbe et où on met des moutons, c'est considéré comme de la consommation de terres agricoles, je ne comprends pas la logique. Mais voilà, donc il y a des projets, des arbitrages, des projets qu'on avait, qu'on va annuler. Et effectivement, on va plutôt mettre du logement, plutôt mettre du développement économique, voilà, en fonction de chaque agglo, chaque ville. Et après, je me dis que dans ce temps où on va devoir moins consommer, l'État, on va lui remonter. C'est déjà ce qu'on est en train de faire, de dire, voilà, vous nous obligez à faire ça, mais on n'a pas forcément les outils, et j'ai bon espoir qu'on nous les donne, ces outils. Donc je me dis qu'à un moment donné, à horizon de 10 ans, on va nous donner les moyens de pouvoir travailler sur ces friches. Moi, je reste confiant. Alors effectivement, aujourd'hui, ça nous pousse vers quoi ? Ça nous pousse sur ce qu'on ne veut pas forcément tous, plus de mitage et moins de consommation de terres agricoles. On a tous des besoins de logement. Ça veut dire que les bâtiments vont de nouveau pousser vers le ciel. Ce n'est pas forcément ce qu'on souhaite. On a testé ça en France il y a des années. Les tours, nos hameaux, on les a toutes rasées. On n'en fera plus. Mais quelque part, la finalité, ça nous pousse un petit peu vers ça quand même, quoi. Là-dessus, je ne suis pas très optimiste. Oui, alors moi, je voudrais partager un exemple dont on n'a pas parlé aujourd'hui. On est en train de développer un projet dans la zone Pôle 45 à l'entrée d'Orléans. Donc, c'est la grande zone logistique et industrielle historique à Orléans, où les élus de la métropole ont décidé qu'il n'y aurait plus d'extension de cette zone-là, c'était un périmètre fini. Et nous, on a identifié cette zone comme vraiment une zone stratégique. Et on s'est posé la question, est-ce qu'on va essayer de passer en force, mettre le pied dans la porte et puis sans doute combattre une décision politique, ou au contraire, est-ce qu'il ne faut pas travailler différemment ? Et on a identifié au sein de la zone, qui date des années 70, on est assez proche de la situation à Allonnes, des bâtiments qui sont toujours en exploitation, ou qui étaient en partie en exploitation, qu'on a rachetés. On a toujours des locataires en place, et on est en train de travailler sur une opération de restructuration du site sur lui-même, avec une partie de construction neuve, une partie de gestion de bâtiments existants, jusqu'à ce qu'on ait fini la première construction. On va proposer aux locataires de basculer dans les nouveaux bâtiments pour raser la deuxième phase et reconstruire la nouvelle phase. Donc on est sur une douzaine d'hectares de terrain. On va densifier, on va passer de 45 000 à 60 000 mètres carrés. On va aussi densifier parce que les bâtiments qui faisaient à peu près entre 8 et 10 mètres de haut feront 12 mètres de haut, donc on gagne 20%, mais on augmente aussi la surface d'infiltration des eaux, la surface d'espace vert. On est à 30% d'espace vert pleine terre dans le nouveau PLU d'Orléans. Je peux vous dire qu'on s'est vraiment creusé la tête pour faire rentrer ça, et ça s'est fait au chausse-pied. Et on transforme un site qui était historiquement un site Céveso-Seuil-Haut en site tout venant. Et quand on est allé voir le maire à Ormes, il nous a accueillis à bras ouverts. Et alors qu'à 2 km de là, il y a un autre site qui est sur une démarche peut-être plus traditionnelle, avec des recours dans tous les sens, des gens qui se déchirent. Voilà. Donc on se rend compte aussi qu'on doit évoluer. La façon dont on travaille aujourd'hui n'est plus celle qu'on a connue les années précédentes. Et chez Panattoni, on en a fait quelque part notre stratégie. On va aller chercher ces projets. On ne s'interdit pas de regarder des sites qui seraient des développements sur des terrains aujourd'hui qui ne sont pas bâtis. Mais on pense qu'il y a des potentialités. Et il y a tout un parc existant de bâtiments qui aujourd'hui sont en exploitation, mais qui dans les 10 ans à venir vont tomber en obsolescence, soit réglementaire, soit environnementale, soit économique.
Et c'est ces bâtiments-là qu'on va essayer de transformer en notre matière première. Donc, effectivement, il n'y a pas forcément des friches partout, mais il y a sans doute des opportunités dans beaucoup de territoires. Mais ça veut dire aussi qu'il faut travailler plus en anticipation, plus en coordination. En innovation En aussi. innovation, et parce qu'aussi, il y a plus de grands projets d'aménagement logistique. C'était peut-être la façon de faire d'il y a 20 ou 30 ans. Et objectivement, en Ile-de-France, pour prendre, ou dans la région lyonnaise, qui sont les deux grands pôles logistiques en France, il y a... alors, c'est peut-être pas une volonté affichée, quoiqu'à Lyon, c'est vraiment une volonté affichée, mais en Ile-de-France, aujourd'hui, il n'y a pas de portage politique pour réaliser un grand pôle multimodal logistique de 200 ou 300 hectares. Donc, qui pourrait très bien trouver sa place dans la région vu la taille de l'agglomération. Donc, on est obligé de travailler différemment. Et on apprend au fur et à mesure. Donc finalement, c'était peut-être pessimiste. En tout cas, on peut éviter la situation de blocage. On peut la reculer peut-être. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ah ben, très bien. Parfait. On est voisins, mais voisins. On ne fait pas partie de la même structure. Moi, je voulais rebondir sur plusieurs choses. Mon métier, moi, c'est de construire des bâtiments de logistique. Je suis basé à Lyon. Vous parlez de projets de qualité en logistique, mais j'ai envie de dire aujourd'hui, avec la réglementation qu'on a, on n'a pas le choix que de faire des bâtiments et des projets de qualité, globalement. Les bassins infiltrants, ça fait déjà un petit moment que, de par les réglementations ICPE, Céveso, on nous l'impose. Donc l'eau, je pense qu'on sait la laisser pénétrer les sols malgré le fait de l'acte de construire. Je mélange un peu les sujets, mais je rebondissais sur ce que vous avez cité, et ça fait 1 an que j'entends ça, pas tous les jours, mais 1 jour sur 2. J'avais simplement envie de dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'il est toujours judicieux de réfléchir à un ratio de nombre d'emplois créés par rapport au mètre carré construit dans un secteur d'activité qu'est le secteur de la logistique ? Non, mais je vous pointe pas du doigt vous personnellement, hein, mais moi je l'entends tous les jours, et ça m'est insupportable. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on crée une autoroute, qu'on crée des péages, on se pose la question de combien d'emplois on crée au péage ? Eh ben, j'ai envie de dire que c'est un peu la même question dans la logistique. La logistique, on travaille aujourd'hui à la valoriser, à la moderniser, on la mécanise. Et moi, à tous ceux qui me disent ça, je leur dis pas parce que je veux pas qu'on perde de temps. Mais est-ce que vous avez envie d'aller pousser un chariot dans un entrepôt ? Donc, je pense que la question de la création du nombre d'emplois, le ratio d'emplois mètre carré sur le secteur d'activité de la logistique, c'est un faux débat. Et qu'il faut arrêter de se poser cette question-là. Je comprends la question, parce que vous êtes coincés, vous, entre le marteau et l'enclume, entre les administrés d'un côté, mais qui ne veulent pas de la logistique, mais qui sont les premiers dans leur canapé à cliquer sur leur téléphone pour se faire livrer par Amazon. À un moment donné, il faut aussi... Voilà. Donc là, on est plus dans emplois, le commentaire que dans la question. Oui, mais c'est ce que... Je suis dans le commentaire, dans la question, mais les questions, c'est pour qu'on se les pose et qu'on fasse évoluer un peu les choses. Et donc, tout ça, je continue et je rebondis. Au niveau national, quelle est la stratégie comment est-ce qu'il y a une stratégie nationale sur le métier de la logistique ? Et quand je pose la question, la stratégie nationale, quand on dit qu'on veut réindustrialiser, il faut de la logistique avec la réindustrialisation. Tout ça, ça se planifie. La Lausanne, elle nous est tombée. Peut-être qu'on laisse les personnes répondre. Oui, parce voilà. on est un peu tenu par le temps. Ok, pas de souci. Et on pourra toujours discuter un petit peu après. Hein. C'est que là, on est contraint. Voilà, dans 1 minute, on rend l'antenne. Excusez-moi, c'est pas pour répondre, mais moi, je suis malheureusement obligé de vous quitter. J'ai un impératif SNCF et je peux pas me permettre de le louper. C'est la mode aujourd'hui. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir à participer à cette table ronde, Salvi. Merci à tous. Comme ça, ce sera le mot de la fin. Merci. Merci à tous. Du coup, j'ajoute que si vous voulez continuer à discuter, mais hors caméra et sans violence, vous pouvez aller sur le stand de Panattoni, le stand F03, c'est bien ça ? Voilà, et puis poursuivre les débats avec un verre d'eau ou autre.
Voilà. Merci à tous pour votre attention et votre participation.